8 petites minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour allumer l'incendie diplomatique le plus explosif entre Paris et Madrid depuis le Rainbow Warrior. En moins de temps qu'il n'en faut pour boire un café, l'Europe s'est retrouvée coupée en deux, écartelée sur le champ de bataille migratoire. Pedro Sánchez venait de clore une tirade enflammée accusant la France de barricader ses frontières face aux plus démunis et de piétiner sans vergogne les idéaux fondateurs de l'Union. Le regard planté dans celui de Sébastien Lecornu Pedro Sánchez arborait cette fameuse posture de justicier moral, un classique chez lui. Dans sa tête, pas de doute, il venait de dévoiler au grand jour l'hypocrisie made in France exposée devant toute l'élite européenne réunie à Bruxelles. Mais soudain, le chef du gouvernement français s'est levé à prononcer une phrase et le silence a foudroyé la délégation espagnole. Ce n'était plus un simple débat sur l'immigration, c'était une claque historique. En une réplique, un homme de 39 ans venait de tirer un trait sur l'air des sermons espagnols. Rideau. Mais pour saisir la magnitude du choc qui allait faire trembler l'Europe, retour obligatoire 6 semaines en arrière. À ce moment-là, le continent se débattait avec l'une des pires tempêtes migratoires de son histoire contemporaine. Les chiffres ne laissaient place à aucun doute. Depuis janvier 2025, 3400 personnes avaient franchi clandestinement les portes de l'Union, soit un bond vertigineux de 67% par rapport à l'année précédente. Le tsunami humain ne faisait que commencer. Avec ses 8000 km de littoral et un billet quasi direct depuis le continent africain, l'Espagne s'est retrouvée propulsée bon gré mal gré en première ligne du théâtre migratoire européen. Mais cette vague humaine n'était pas qu'un déferlement de chiffres sur les bulletins gouvernementaux. Elle s'infiltrait dans les artères de Madrid, résonnait dans les ruelles de Valence et bourdonnait dans les avenues de Barcelone. L'opinion publique espagnole, littéralement déchirée 45%, continue de défendre la politique d'accueil généreuse de Sánchez, pendant que 55% réclament désormais des murs plus hauts et des portes plus étroites. Ce climat devenu irrespirable rappelait furieusement l'année 2015 lorsque toute l'Europe tremblait sous le poids des flux migratoires. À une différence près, cette fois, le fardeau semblait reposer presque entièrement sur les épaules ibériques, tandis que le reste du continent fermait les yeux, où les frontières, l'Espagne, transformée en salle d'attente involontaire de l'Union, étouffait. À Moncloa, dans les couloirs capitonnés du pouvoir madrilène, la pression était maximale. Réélu de justesse en 2023, Pedro Sánchez voyait poindre la tempête la plus violente de son second mandat. Côté opinion publique, c'était l'hécatombe. Près de 78% des Espagnols étaient persuadés que leur gouvernement avait complètement perdu la main sur la gestion migratoire. À la télévision, des plans serrés sur les Canaries montraient l'enfer en direct, plus de 45 000 personnes entassées dans des structures censées en accueillir à peine 7 000. Mais ce que les caméras ne montraient pas et que Madrid s'échinait à enterrer était encore plus explosif que ces statistiques officielles, une réalité bien plus sombre, soigneusement maquillée par l'État. Derrière les rideaux de fumée médiatique, les services secrets espagnols tiraient la sonnette d'alarme. Un réseau mafieux tentaculaire spécialisé dans l'exploitation des migrants avait pris racine. L'Espagne, sans l'avoir voulu, était devenue un carrefour logistique du trafic d'êtres humains en Europe. Ces organisations criminelles venues pour la plupart du Maghreb et d'Afrique subsaharienne ne jouaient plus aux amateurs, elles opéraient avec un degré de raffinement digne d'un thriller politique. En octobre 2025, un rapport ultra confidentiel du Centre national de l'intelligence atterrit sur le bureau de Pedro Sánchez, un document glacial qui révélait une vérité dérangeante. L'immigration illégale n'était plus un phénomène spontané, c'était devenu une industrie à part entière. Les passeurs, de vrais logisticiens du chaos. Ils pilotaient désormais des semi-rigides surpuissants motorisés à 250 chevaux, capables d'embarquer jusqu'à 80 personnes et de filer vers les côtes espagnoles en moins de 6 heures depuis le littoral marocain. Mais le plus troublant, c'est que ces réseaux ne s'arrêtaient pas aux plages. Ils avaient méticuleusement installé leur hub logistique dans plusieurs villes espagnoles, Almeria, Murcie, Alicante. De là, les migrants attendaient leur tour pour rejoindre le reste de l'Europe. Lors d'un briefing classé secret défense à Moncloa, le général José Emmanuel Santiago Patronte du CNI n'a pas mâché ses mots,
Monsieur le Président, on assiste à une montée en gamme alarmante. Ce ne sont plus des filières improvisées, c'est de l'ingénierie criminelle. Le tableau s'assombrit davantage encore, ces groupes engrangent désormais plus de 400 millions d'euros chaque année. Et pour huiler cette mécanique infernale, ils arrosent tout sur leur passage des ports jusqu'aux douanes, sans oublier certains élus locaux qui ferment les yeux contre quelques enveloppes. Cette gangrène silencieuse qui ronge les institutions espagnoles était un secret d'État. Car si la vérité venait à éclater, c'est toute la scène politique madrilène qui risquait de s'effondrer. Ce qui glaçait le sang dans le rapport du CNI, ce n'était pas seulement les chiffres, c'était leur signification brutale. Plus de 2/3 des migrants arrivant en Espagne, soit 67%, n'avaient même pas l'Espagne en tête comme destination finale. Pour eux, le pays n'était rien d'autre qu'une salle d'attente géante, une étape tampon sur la route menant à des terres plus prometteuses, la France, l'Allemagne, ou les pays nordiques, où l'intégration semblait moins hasardeuse et l'emploi moins utopique. Et là, c'était le revers de médaille que Sánchez n'avait pas vu venir. L'Espagne, au lieu de rayonner par sa générosité humanitaire, devenait le paillasson d'un transit migratoire organisé. Le scénario était toujours le même: entrée facile, obtention rapide de documents provisoires, puis évaporation dans la nature. Résultat, un pays utilisé, contourné, contredit dans ses propres ambitions morales et une frontière transformée en véritable passoire continentale. À la fin du compte, l'Espagne payait l'addition pour tout le monde. Aucune aide, aucune retombée démographique, juste les factures salées de l'accueil. Lors d'une réunion d'urgence sous haute tension, María Jesús Montero, vice-présidente du gouvernement, lâcha ce cri du cœur devenu presque un appel au secours. « Monsieur le Président, ça ne peut plus durer. La France barricade ses accès, l'Allemagne serre la vis sur les quotas. L'Italie nous renvoie les embarcations comme si on était la décharge de l'Europe. Cette charge ne peut plus reposer uniquement sur nos épaules. » Et les chiffres donnaient raison à cette exaspération. En 2025, les dépenses liées à la gestion migratoire avaient littéralement explosé 2 milliards d'euros, soit 0,3% du PIB national. Un gouffre financier, à tel point que certaines régions autonomes menaçaient carrément de couper les ponts avec Madrid si aucune solution sérieuse n'était trouvée face à cette double crise humanitaire et budgétaire. Mais ce qui faisait véritablement bouillir le gouvernement espagnol, c'était ce qu'il percevait comme une injustice juridique maquillée en solidarité européenne. D'après les accords de Dublin, c'est le premier pays d'entrée qui doit prendre en charge les demandes d'asile. Traduction, l'Espagne hérite de tout le dossier. Sauf que dans la vraie vie, ces migrants ne rêvent pas de tapas ou de flamenco. Leur boussole pointe vers la France, l'Allemagne ou la Scandinavie, là où l'avenir semble moins incertain. Le vrai nœud du problème, il remontait à septembre 2025. Cette date marquait le tournant où la France, sous une pression populaire brûlante et des manifestations locales qui mettaient le pays en quasi stand-by, avait enclenché le mode verrouillage total. Résultat, Le Cornu claqua la porte des Pyrénées aux migrants sans papier, une frontière soudainement plus étanche qu'un coffre-fort dicté non pas par la géopolitique mais par la crainte de l'opinion publique. Et du côté espagnol, la pilule ne passait pas. José Luis Ábalos, le ministre de l'Intérieur, laissait éclater sa colère devant les caméras. « Les Français nous prennent pour leur soupape de sécurité. Ils nous laissent gérer l'arrivée massive de migrants et une fois qu'on a encaissé le choc, ils ferment la grille bien tranquille. C'est du chacun pour soi maquillé en stratégie. » Ce qui rendait cette manœuvre française encore plus scandaleuse, c'était son habillage moral. Derrière les grands discours sur la solidarité européenne, Paris appliquait une politique de rejet maquillée bien au chaud derrière ses remparts naturels. Avec les Pyrénées comme bouclier sud, les Alpes à l'est, la France pouvait sans complexe afficher son exemplarité continentale, tout en refilant le dossier explosif à ses voisins latins. Mais le summum de l'ironie, c'est quand on creusait les rouages du système. Depuis septembre 2025, la France avait discrètement remis en marche des contrôles stricts aux postes clés Hendaye-Cerbère-Le Perthus. Sur le papier, lutte contre le terrorisme. Dans la réalité, un filtre bien huilé pour repousser un par un les migrants vers l'Espagne sans vague ni communiqué. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes, même si Madrid aurait préféré qu'ils restent bien enfouis.
Avant que le fameux plan Vigile n'entre en scène, environ 140 000 migrants ayant mis pied en Espagne parvenaient chaque année à franchir la frontière française. Un an plus tard, à peine 8 000. Un effondrement statistique qui, derrière les chiffres, signifiait surtout une chose, 130 000 personnes de plus coincées contre leur gré sur le sol espagnol. Ce qui rendait la posture française encore plus insupportable, c'était ce grand écart entre discours et réalité. Avec une économie plus musclée et un chômage bien en dessous de celui de l'Espagne, la France avait sur le papier tous les atouts pour accueillir davantage de migrants. Et pourtant, sous la pression d'une opinion publique à cran et de sondages en chute libre, Lecornu n'a pas cherché bien loin, il a pointé du doigt Madrid, histoire de détourner l'attention. En résumé, problème franco-français, solution, 100% espagnol. Un simple coup d'œil aux chiffres suffisait à faire grincer des dents. Quand on compare les deux économies, l'injustice saute aux yeux. La France affiche un revenu par habitant à 48 250 € contre seulement 29 600 € pour l'Espagne. Autrement dit, l'Hexagone a les reins bien plus solides pour encaisser un afflux migratoire. Et côté emploi, même constat. Le chômage plafonne à 7,2% en France contre 12,1% chez les voisins du Sud, un écart qui, sur le papier, fait de la France un terrain bien plus fertile pour intégrer des populations en quête de stabilité. Et le plus accablant, c'est que les chiffres eux-mêmes trahissaient l'hypocrisie du discours officiel. Car dans la réalité, c'était en France et non en Espagne que les migrants s'intégraient le mieux. Une étude de l'OCDE le confirmait noir sur blanc. Après 5 ans, 77% des migrants en France avaient décroché un emploi stable contre à peine 40% chez leurs homologues installés en Espagne. Conclusion, si Paris ferme la porte, ce n'est pas par incapacité, mais par stratégie électorale bien calculée. Et sur le terrain, le constat venait enfoncer le clou. Oui, les banlieues françaises sont loin d'être des havres de paix, mais malgré tout, elles restent des lieux où l'intégration suit un schéma ancien, rodé presque institutionnalisé. Grâce à des infrastructures solides, l'État français sait à défaut de briller, accueillir et intégrer. L'Espagne, elle se prenait de plein fouet une réalité qu'elle n'avait pas anticipée, l'immigration de masse sans les outils pour la gérer. Une découverte brutale, un apprentissage à coup de crise. Ce fossé entre la France et l'Espagne, on le retrouvait noir sur blanc dans les budgets alloués à l'intégration. D'un côté, Paris injectait chaque année 340 par habitant dans ses dispositifs d'accueil et de suivi. De l'autre, silence budgétaire côté espagnol, un montant si faible qu'il en devenait embarrassant, voire indicible. Pas étonnant donc que les migrants de passage ne voyaient pas l'Espagne comme une terre promise, mais plutôt comme une étape transitoire sans attrait ni avenir. Le point de rupture lui surgit début novembre 2025. En 7 jours à peine, la France expédia 3400 migrants direction Espagne en brandissant fièrement les règles de Schengen comme justification. Sauf que sur le terrain, ce zèle s'accompagnait d'un arsenal de contrôles policiers dans les gares et les aéroports, au point de transformer l'Hexagone en quasi-forteresse. Une stratégie aux antipodes de l'esprit européen, mais parfaitement assumée par Paris. Inacceptable, avait tonné Pedro Sánchez dans une conférence de presse madrilène, aussi enflammée qu'un final de série politique. Le chef du gouvernement espagnol pointait directement du doigt Paris accusant la France de trahir l'esprit de l'union en jouant solo face à une crise collective. La solidarité ne peut pas être à géométrie variable, s'indignait-il, promettant de porter l'affaire devant Bruxelles et de réclamer des sanctions contre son voisin du Nord, devenu selon lui le symbole de l'égoïsme national déguisé en souveraineté. Mais du côté de l'Élysée et de Matignon, la réaction fut immédiate. Chez les proches de Lecornu, le ton montait, on dénonçait ce qu'on qualifiait de chantage ibérique et de posture victimaire bien huilée. Coincée jusqu'au cou dans ses propres tensions sociales, la France n'était pas vraiment d'humeur à se laisser dicter une politique migratoire par Madrid, encore moins sous la menace de Bruxelles. C'est dans ce climat électrique qu'a débuté le sommet européen de Bruxelles les 15 et 16 novembre 2025. Sur le papier, il s'agissait d'un rendez-vous pour réfléchir ensemble à une meilleure gestion migratoire en Europe. En coulisses, tout le monde savait que le face-à-face Paris-Madrid allait voler la vedette avec en toile de fond
un règlement de compte que beaucoup attendaient autant qu'ils redoutaient. Pedro Sánchez débarqua à Bruxelles avec un véritable arsenal diplomatique. Son équipe avait minutieusement dressé la liste de tous les refoulements illégaux orchestrés par la France, consigné chaque violation des accords de Schengen et chiffré l'addition exorbitante que l'égoïsme français faisait peser sur l'Espagne. Le plan était limpide, mettre Paris sous pression, l'isoler politiquement et contraindre l'Ucornu à accepter un mécanisme européen qui redistribuerait enfin équitablement la charge migratoire. Derrière cette offensive, l'Espagne avait mobilisé ses esprits les plus brillants en droit européen et en politique migratoire. Teresa Ribera, vice-présidente et ministre de la Transition écologique, orchestrant l'opération, avait réuni un mélange de juristes de l'Université Complutense, d'économistes, de Le Business School et de spécialistes en relations internationales du Real Instituto Elcano. Objectif, bâtir un dossier solide comme un roc incapable d'être contredit sur le plan juridique. Le fruit de ce travail titanesque portait le nom de rapport Salaman, en hommage à Miguel Salaman, ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme et coordinateur du projet. 337 pages de preuves sans appel détaillant 47 refoulements illégaux commis par les autorités françaises entre septembre et novembre 2025, violant ouvertement les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Chaque page, chaque chiffre, chaque témoignage formait un coup de marteau sur la crédibilité française. Dans le même temps, le rapport espagnol pénétrait les chiffres économiques comme un scalpel. L'effet du dumping migratoire orchestré par la France sur les finances ibériques était chiffré au million près. Chaque refoulement coûtait à l'Espagne 47 millions d'euros par an, frais d'accueil, de santé, de gestion administrative compris, une broutille, pas vraiment 0,06% du PIB espagnol, soit le budget annuel cumulé de 3 universités publiques. Les économistes madrilènes ne laissaient rien au hasard, chaque euro illustrant le fardeau imposé par Paris. Lors du briefing final à Moncloa, Miguel Salaman, coordinateur du rapport et ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, résumait le pouvoir du dossier. « Monsieur le Président, nous avons entre les mains un arsenal juridique capable de mettre la France sur la sellette devant n'importe quelle juridiction européenne. Les infractions sont claires, documentées et irréfutables. Paris ne pourra tout simplement pas se dérober. » Et le volet le plus redoutable restait la dimension morale. L'équipe de Sánchez avait minutieusement collecté chaque déclaration publique de Macron et l'Ucornu sur les valeurs européennes et la solidarité entre nations pour les opposer à la réalité du terrain, les refoulements systématiques. Ce contraste, cette dissonance flagrante entre parole et acte, représentait une véritable bombe politique prête à exploser à la figure de Paris. La riposte espagnole n'était pas seulement juridique, elle était aussi médiatique. Aux commandes, Iván Redondo, ex-directeur de cabinet de Sánchez, et maître dans l'art de la guerre informationnelle. Sa mission, transformer la crise en une narration percutante, faire passer l'Espagne pour la victime de l'égoïsme français et rallier l'opinion européenne contre Paris grâce à une campagne orchestrée aux petits oignons sur tous les médias du continent. Pour frapper là où ça fait mal, la campagne multipliait les images et récits poignants, témoignages de migrants refoulés à la frontière française, photochocs de centres débordés aux Canaries, portraits de familles syriennes et afghanes bloquées malgré elles en Espagne. Chaque récit, chaque image visait à créer une pression morale quasi irrésistible sur la France, rendant la tragédie individuelle emblématique d'un problème continental. Ces Français donnent des leçons de solidarité à toute l'Europe, mais dès qu'il s'agit d'accueillir des migrants, ils ferment leurs portes, tenait Sánchez à ses conseillers depuis sa suite de l'hôtel Métropole. Il faut leur rappeler une évidence, l'Europe se construit sur l'entraide, pas sur le chacun pour soi national. Chaque mot soigneusement choisi était une piqûre morale destinée à rappeler Paris à ses responsabilités. Cette tactique de pression morale bien rodée avait toujours fait ses preuves auprès des dirigeants européens. L'Espagne, fière de son héritage catholique et de son image humanitaire, s'était longtemps présentée comme l'ultime bastion de l'accueil et de la protection des droits humains. Face aux critiques, brandir les valeurs européennes et la dignité humaine suffisait généralement à faire taire ses détracteurs, transformant la rhétorique en une arme redoutable de légitimation.
Mais Sanchez ignorait que son homologue français avait préparé cette joute avec une précision chirurgicale. Lecornu avait compilé, trié et analysé chiffres, statistiques et données économiques, construisant méthodiquement une démonstration implacable de l'incohérence espagnole et de l'inefficacité de sa politique migratoire. Derrière les sourires diplomatiques, Matignon avait lancé depuis 3 semaines une véritable contre-offensive informationnelle. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avait mis sur pied la cellule Vérité ibérique, rassemblant les meilleurs analystes français spécialisés dans les migrations, prêts à décortiquer, démonter et neutraliser la narrative espagnole avec une efficacité redoutable. Aux manettes de cette contre-offensive intellectuelle, François Gemène, expert en migration à Sciences Po, et Christophe Bertossi, directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, avaient pour mission de démonter case par case la rhétorique victimaire espagnole. Chaque argument, chaque chiffre était passé au crible avec une précision qui frôlait la perfection chirurgicale. Pendant des semaines, l'équipe de Lecornu a décortiqué les budgets européens alloués aux politiques migratoires depuis 2015, suivi au centime près les flux financiers entre Madrid et Bruxelles et comparé les statistiques d'intégration entre tous les pays européens. Au bout du compte, 88 pages de contre-argumentation solide comme un roc ont vu le jour, implacables et détaillées, prêtes à renverser la narration espagnole. Et le clou du spectacle, la bombe finale du dossier français, les fonds européens que l'Espagne avait détournés à son profit. Un coup de tonnerre dans le débat, un manque à gagner, concret, chiffrable et impossible à ignorer. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Depuis 2020, Madrid avait encaissé plus de 3,4 milliards d'euros de fonds européens censés financer la gestion des flux migratoires. Sauf qu'une enquête de la Cour des comptes française mettait en lumière une vérité crue. Seulement 37% de cette manne servait réellement à accueillir les migrants. Le reste, détourné vers des infrastructures générales ou des équipements administratifs sans aucun rapport avec la migration. Une redistribution qui en disait long sur les priorités ibériques. Lors d'un briefing confidentiel à Matignon, Christophe Bertossi n'y allait pas par 4 chemins. Monsieur le Premier ministre, l'Espagne détourne ses fonds européens depuis des années. Elle touche l'argent de la solidarité continentale, mais ne l'utilise pas pour les migrants. C'est une escroquerie à grande échelle. Les mots claquaient comme un verdict sur la politique madrilène. Et ce n'était pas tout, l'analyse démontrait aussi que l'Espagne investissait chroniquement trop peu dans ses capacités d'accueil. Alors que la France dépensait chaque année une somme substantielle par demandeur d'asile pour hébergement et accompagnement social. Madrid se contentait d'une maigre économie de bout de chandelle. Pas étonnant que les conditions soient déplorables et que les migrants ne songent qu'à une seule chose, quitter l'Espagne au plus vite. Le dossier français frappait fort sur le plan technique. Matignon avait passé au crible les politiques d'intégration et la comparaison était sans appel. L'Espagne n'offrait aucun programme structuré pour l'apprentissage des langues aux migrants, tandis que la France y injectait 340 millions d'euros chaque année. Côté insertion professionnelle, le contraste était tout aussi brutal. Madrid ne proposait rien alors que l'Hexagone disposait de 147 structures spécialisées pour faciliter l'intégration économique des demandeurs d'asile. Cette carence structurelle expliquait un phénomène devenu massif. 73% des migrants débarquant en Espagne ne souhaitaient qu'une chose, s'en aller rapidement vers des pays offrant de meilleures perspectives. Le rapport français ne mâchait pas ces mots. L'Espagne, par son incapacité à bâtir un projet d'intégration crédible, transforme ses migrants en nomades européens. Une phrase qui résumait en un souffle l'inefficacité ibérique. Mais Lecornu avait encore une arme dans sa manche, une enquête ultra confidentielle menée par la Direction générale des finances publiques sur les coûts cachés de la politique migratoire espagnole. Pilotée personnellement par Baer, cette investigation révélait une vérité gênante. Madrid sous-évaluait systématiquement ses dépenses liées aux migrants dans ses déclarations à Bruxelles, masquant la véritable ampleur du fardeau. La facture réelle de l'immigration en Espagne dépassait largement les chiffres officiels, 7-8 milliards d'euros par an, bien loin des 4-2 milliards déclarés. L'écart, une série de dépenses soigneusement omises, justice, santé, sécurité, éducation. Madrid jouait avec les chiffres, maquillant la réalité pour réduire l'impression du coût.
et surtout pour amplifier son rôle de victime aux yeux de l'Europe. Le 15 novembre 2025 à 16h15 précise, dans la salle du Conseil européen, Sánchez fit son entrée avec cette solennité presque théâtrale qui marquait chacune de ses grandes allocutions. Vêtu de son costume sombre, le visage empreint de gravité et d'indignation calculée, il incarnait à la perfection l'image du dirigeant progressiste défenseur des opprimés face à l'égoïsme de ses voisins. « Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement », lança-t-il d'une voix posée mais ferme, parfaitement modulée, comme il savait le faire lors des grandes occasions. Je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer une dérive inacceptable, une situation qui menace les fondements mêmes de notre Union européenne. Chaque mot résonnait comme un avertissement solennel à ses pairs. Chaque mot de Sánchez semblait taillé sur mesure pour captiver l'audience européenne. Entre chiffres glaçants sur la crise humanitaire aux Canaries et références savamment posées aux valeurs du continent, il construisait sa thèse favorite, l'Espagne seule face à la tempête migratoire, portait un fardeau que l'Union tout entière aurait dû partager. Actuellement, 340 000 demandeurs d'asile se trouvent sur notre sol, déclarait-il mêlant gravité et calcul politique. Les îles Canaries croulent sous des vagues de migrants fuyant guerre et misère. Nos centres saturent, les budgets sociaux explosent et nos citoyens s'impatientent. Et l'Europe, elle détourne le regard et laisse l'Espagne se débrouiller seule. Cette mise en scène victimaire formait le cœur de sa stratégie, faire peser la culpabilité sur les autres nations. Mais Sánchez n'en resta pas là et porta sa charge morale un cran plus loin. Pire encore que l'indifférence européenne, c'est l'hypocrisie française, lança-t-il, fixant le corps diplomatique. La France, qui se pose en parangon des droits de l'homme, verrouille ses frontières. Elle laisse passer les migrants vers nous, puis les repousse quand ils tentent de franchir la ligne. Chaque phrase pesait comme un coup de marteau sur l'image de Paris. L'attaque de Sánchez visait à déclencher une réaction immédiate. Mais il sous-estima la préparation méthodique de son homologue français. Poussant ses accusations à l'extrême, il tonna « Monsieur Lecornu parle de sécurité nationale. Mais de quelle sécurité s'agit-il réellement? De la sécurité électorale de son gouvernement. Car c'est bien là le cœur du problème, sacrifier les valeurs européennes sur l'autel des sondages. » Chaque mot était calibré pour frapper, mais l'effet boomerang n'allait pas tarder. Cette attaque pour gain politique sonnait particulièrement ironique venant d'un Sánchez lui-même en difficulté dans les sondages espagnols. Mais il ne ralentit pas sa charge contre Paris. La France pratique un véritable dumping migratoire, lança-t-il, la colère montant crescendo. Elle profite de sa position géographique privilégiée pour refiler sur ses voisins du Sud, ce qui devrait être une responsabilité européenne. Un égoïsme pur qui mine le socle même de la solidarité continentale. Chaque phrase martelait l'image d'une France coupable et calculatrice. Il conclut son intervention sur une déclaration solennelle plus proche d'un ultimatum que d'un simple discours. L'Europe est à la croisée des chemins, choisir la solidarité et le partage des responsabilités, ou céder à l'égoïsme national et abandonner les plus vulnérables. L'Espagne exige que la France honore enfin ses engagements européens et prenne sa part de migrants. L'histoire retiendra ceux qui auront fait le choix de l'humanité plutôt que celui des calculs électoraux. Chaque mot tombait comme un marteau sur la conscience collective. Les applaudissements éclatèrent avec force, particulièrement parmi les pays du Sud, eux aussi frustrés par le manque de soutien du Nord. L'Assemblée européenne semblait suspendue à l'argumentaire espagnol. Puis tous les regards se fixèrent sur Lecornu, qui avec un calme souverain leva la main et demanda la parole. Le Premier ministre français se leva avec cette prestance républicaine qui imposait le respect, s'avança calmement et planta son regard dans celui de Sánchez, prêt à livrer des mots qui allaient résonner comme un coup de tonnerre à Madrid et secouer l'Europe entière. « Monsieur le président Sánchez », entama-t-il d'une voix mesurée mais incisive, « permettez-moi de vous remercier pour cette illustration parfaite de ce qu'est devenu la rhétorique espagnole, un cocktail toxique de victimisation et de refus de responsabilité. » La frappe fut immédiate et sans pitié. Sánchez, visiblement déconcerté par cette audace française inhabituelle, se redressa sur son siège. « Vous invoquez la solidarité européenne, » poursuivit Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. «
Mais laissez-moi vous remettre quelques faits sous les yeux, ceux que vous semblez commettre l'oubli en 2024. L'Espagne a dépensé 4,2 milliards d'euros pour les migrants, la France 18 milliards, l'Allemagne 3 milliards. Qui assume réellement sa part, M. Sanchez? Ces chiffres tombèrent comme une douche glaciale sur l'Assemblée. Sanchez voulut répliquer « Monsieur le Premier ministre, vous oubliez ». Mais le cornu l'interrompit net. « Non, Monsieur Sanchez, je prends tout en compte, y compris votre hypocrisie. » Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur le discours espagnol. Puis il poursuivit son démontage clinique phrase par phrase. « Vous accusez la France de verrouiller ses frontières. » Permettez-moi de vous rappeler les faits, la France accueille 0,9% de demandeurs d'asile par rapport à sa population. L'Espagne, 0,7%. Même en prétendant être submergé par une crise migratoire, vous faites moins que nous. Chaque chiffre tombait comme un coup de marteau. L'Assemblée réalisait ce que la propagande espagnole avait soigneusement occulté. Mais concentrons-nous sur votre hypocrisie la plus flagrante, continua Lecornu, sa colère maîtrisée mais palpable. Vous critiquez la France pour son refus d'accueillir vos migrants. Savez-vous combien l'Espagne a transféré vers d'autres pays européens en 2024 ? Zéro. Absolument zéro. Vous réclamez la solidarité des autres, mais refusez de l'appliquer vous-même. La salle fut frappée par cette révélation, l'absence totale de transfert migratoire espagnol. Un aveu silencieux mais écrasant venait fissurer le cœur même de la rhétorique ibérique. Plusieurs délégués échangèrent des regards choqués, incapables de cacher leur stupéfaction. « Puisque vous invoquez les valeurs européennes, continua Lecornu, son ton mesuré mais acéré, laissez-moi vous remettre une vérité sous les yeux. L'Union européenne n'est pas un système d'assistanat où les pays les plus laxistes font payer leurs erreurs aux autres. C'est un espace de responsabilité commune et la première obligation est de maîtriser ses propres frontières. Cette mise en cause directe de la gestion espagnole des frontières était audacieuse, borderline provocante. Mais Lecornu n'en montrait aucune hésitation, il assumait chaque mot avec calme et assurance. Il retournait l'argument de la solidarité européenne contre l'Espagne elle-même, laissant Sanchez livide tenter une ultime défense. La France ne comprend pas la pression migratoire. Au contraire, l'interrompit Lecornu avec fermeté, nous comprenons très bien. Et nous savons qu'on ne résout pas les problèmes migratoires en les rejetant sur ses voisins. Un silence glacé suivit cette accusation directe de transfert de problèmes. Jamais auparavant, un dirigeant européen n'avait formulé une critique aussi frontale de la politique migratoire espagnole dans une enceinte officielle. Mais Lecornu avait gardé le clou pour la fin. « Monsieur Sanchez, vous nous reprochez de ne pas accueillir assez de migrants. Mais savez-vous que 73% de ceux qui arrivent en Espagne cherchent immédiatement à rejoindre la France ou l'Allemagne ? Vraiment, voulez-vous que l'on discute de l'attractivité de votre modèle d'intégration ?» Puis vint la phrase qui resterait gravée dans toutes les mémoires. « L'Espagne ne peut pas simultanément revendiquer la souveraineté sur sa politique migratoire et exiger que les autres paient pour ses échecs. L'époque où l'Europe subventionnait l'incompétence ibérique est révolue. » L'impact fut immédiat et violent. Sanchez quitta précipitamment la salle, suivi par une partie de sa délégation. Dans l'assistance, c'était la stupeur générale. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un dirigeant occidental accusait publiquement l'Espagne de mauvaise gestion migratoire et de chantage continental. L'onde de choc se propagea instantanément à travers toute l'Europe. En Espagne, la tempête médiatique éclata instantanément. Les journaux titraient sans détour « La France humilie l'Espagne »,« Le corne et l'arrogance française »,« Le mépris parisien pour Madrid ». Face à cette onde de choc, le gouvernement espagnol convoqua sur le champ l'ambassadeur français pour exiger des explications immédiates. Mais ailleurs en Europe, la scène se retourna de façon spectaculaire. En Italie, en Grèce et au Portugal, les dirigeants saluèrent le courage français de mettre enfin en lumière l'hypocrisie migratoire. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait osé défier la posture victimaire quasi permanente des pays du Sud. En Allemagne et aux Pays-Bas, les réactions furent plus mesurées, mais tout aussi révélatrices. Ces nations, elles aussi, sous pression migratoire, approuvèrent discrètement le point de vue français. Il était grand temps que quelqu'un rappelle à l'Espagne ses responsabilités, confia anonymement un ministre allemand.
De manière inattendue, même au sein de l'Espagne, la confrontation fit naître un début de remise en question. Certains économistes ibériques prirent la parole publiquement interrogatifs sur l'efficacité réelle de la politique migratoire de leur gouvernement et sa capacité à intégrer durablement les migrants déjà accueillis. Mais la réaction la plus révélatrice venait peut-être des institutions européennes, la Commission habituellement prompte à défendre les pays du Sud face aux rigidités du Nord choisit un silence pesant. Ursula von der Leyen se contenta d'un communiqué neutre appelant à un dialogue constructif entre partenaires européens. Ce silence soudain et lourd de sens en disait long. Pour la première fois, Bruxelles admettait implicitement que la France avait raison de remettre en question le système migratoire actuel qui, dans les faits, permettait aux pays les plus laxistes de faire porter leurs erreurs sur ceux qui appliquent en la rigueur. 6 mois après ce face-à-face historique, l'impact géopolitique était tangible et durable. Les relations entre Paris et Madrid étaient glaciales, mais la France récoltait un nouveau respect auprès de nombreux partenaires européens fatigués des sermons moralisateurs ibériques. Le vent avait tourné, le scepticisme face à l'attitude espagnole devenait visible dans toute l'Union. Encore plus significatif, cette crise migratoire avait catalysé l'émergence d'une vision européenne plus pragmatique et moins idéologique. Devant les échecs répétés des politiques d'accueil massif, les pays du continent comprenaient qu'il fallait repenser entièrement leur approche migratoire pour qu'elle soit réaliste et soutenable. Cette révolution à la française dans la gestion des migrations culmina lors du Conseil européen de mars. Pour la première fois de l'histoire de l'Union, les 27 États adoptèrent un mécanisme contraignant de contrôle des frontières extérieures, assorti de sanctions financières pour les pays défaillants. L'effet, le corne, a bouleversé la politique migratoire européenne, observa Jean Heigel, directrice de l'Institut européen des migrations. Désormais, plus aucun pays ne pouvait se cacher derrière l'excuse humanitaire pour camoufler ses lacunes administratives. Quant à Le Corne, il avait dépassé le simple rôle de Premier ministre français. Il incarnait désormais un symbole européen de rigueur dans la politique migratoire et de résistance face au chantage émotionnel et humanitaire. Son discours du 15 novembre 2025 était devenu un modèle d'enseignement dans toutes les écoles d'administration publique, exemplaire de courage politique et de précision factuelle. Lors de la cérémonie de remise du prix européen de la gouvernance en décembre 2025, le jury salua publiquement Le Corne, déclarant « Son engagement pour une politique migratoire européenne responsable et équitable honore l'esprit européen et inspire les générations futures de dirigeants. » L'histoire se souviendra de ce jour de novembre 2025 dans l'enceinte sacrée du Conseil européen, où un homme armé uniquement de faits et de statistiques infligea une défaite morale historique à l'un des pays les plus coutumiers de la victimisation migratoire. Par cette victoire de la responsabilité sur la démagogie et du pragmatisme sur l'idéologie, il ouvrit la voie à une Europe enfin capable de gérer efficacement ces défis migratoires. Même aujourd'hui, Pedro Sánchez s'efforce dans les médias espagnols de minimiser l'impact de cette confrontation. Mais le verdict était déjà tombé depuis le sommet de Bruxelles. L'Espagne avait dû accepter un mécanisme européen imposant le contrôle strict de ses frontières et une répartition équitable des coûts liés à l'immigration. La leçon française avait porté ses fruits de manière éclatante. Le Corne lui poursuivait son mandat avec la même sérénité et détermination tranquille qui avait marqué les esprits à Bruxelles. Il avait saisi une vérité fondamentale valable en politique européenne, comme dans toute autre sphère. Celui qui ose dire la vérité avec courage finit toujours par triompher de celui qui préfère la cacher derrière la lâcheté.